Vous savez que quand la vie vous pèse, quand les soucis quotidiens s'accumulent, quand les vexations viennent miner lentement, mais sûrement votre morale et votre joie de vivre, il y en a qui vont faire de la musculation, d'autres s'évaderont s'ils en ont les moyens, quelques autres chanteront. C'est ainsi du moins ce qu'a remarqué Mathieu Bock-Côté après avoir vu le concours La Voix, ce qui lui a fait dire la chose suivante. Et fort surprenante du reste, je suis toujours fasciné de voir comment certains trouvent dans le chant une manière d'exprimer ce qu'ils ne sauraient dire autrement. Faut-il dire que le peuple québécois a toujours mieux parlé de lui en chantant qu'en écrivant? Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une phrase qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup surpris aussi. On va revenir là-dessus. Mais d'abord, parlons de La Voix un petit peu. Vous l'avez vu? Oui, ça m'a étonné également. Alors, c'est l'émission, la grande émission musicale de TVA cette saison qui joue le dimanche soir. Et la chose est simple, le projet est de trouver la plus belle voix au Québec, dit-on. Et alors, il y a 4 coachs qui sont des juges, Jean-Pierre Ferland, Marie-Mé, Ariane Moffat et Marc Dupré. Et là, bon, il y a La Voix en pré-audition a fait le tour du Québec pour faire des pré-auditions, pour réussir à entendre des voix, de nombreuses voix. Et à partir de là, il y a un processus de filtrage qui s'est passé pour ramener à l'émission, je ne sais combien, 140 ou 150 autour de ça participants. Et à partir de là, l'objectif, c'est de découvrir la plus belle voix du Québec, dit-on. Et donc, sans égard pour l'apparence, sans égard pour la beauté, sans égard pour le style, sans égard pour la richesse, sans égard pour l'élégance, la voix, tout simplement, dans sa pureté, ou à tout le moins dans son histoire, dans sa profondeur, la voix, tout simplement. Et ce qui est assez intéressant avec cette émission, finalement, c'est que cette recherche de la voix s'opère finalement se connecte avec une tradition assez forte au Québec, c'est-à-dire nous sommes une culture plus orale que littéraire, devrais-je dire, et on voit encore une fois, comme on l'a vu avec Star Academy, comme on le voit en ce moment avec la voix, comme on le voit avec la tradition de la chansonnette ici, comme on le voit avec la tradition de la bonne chanson et tout ça, le peuple québécois exprime un rapport tout à fait singulier à la, non seulement à la voix, mais je dirais à la chanson populaire, à la chanson plus largement. Je crois que ça exprime quelque chose de notre culture. Et un truc sur l'émission, je le précise, oui, c'est que chaque soir, on nous présente les candidats. Donc, chaque dimanche soir, on nous présente les candidats. Et qu'est-ce qu'on voit? Et c'était l'objet de quelques critiques dans les médias. Et quant à moi, je me suis porté à la défense de ça. On nous présente le portrait de ceux qui sont candidats à la chanson, à ce concours. Et qu'est-ce qu'on voit très souvent? Les candidats ont une histoire personnelle assez bouleversante. Mais c'est je disais en introduction, Mathieu Bock-Côté, que ça me surprenait de votre part parce que, bon, on critique la voix, enfin, ces manifestations-là, ces spectacles ces concours, comme étant une manifestation de pathos, de larmoiement, etc. Et vous êtes férocement contre ce genre de choses-là. Et vous avez dit des choses très belles là-dessus. Parce que je suis le premier à m'exaspérer de la société lacrymale qui veut nous noyer dans ses sanglots. Alors ça, évidemment que c'est exaspérant. Mais le fait, dans la société qui est la nôtre, la société victimaire, la société lacrymale, les gens, normalement, confessent une douleur pour s'y enfermer. Ils racontent leur malheur pour ensuite justifier leur mauvais état. Alors que, selon vous, on raconte une douleur pour la symboliser, pour aller au-delà? À tout le moins, c'est possible. C'est-à-dire, ce que j'ai aimé de cette émission jusqu'à présent, parmi d'autres choses, c'est que les gens racontent leur douleur, mais ils montrent de quelle manière le chant, pour eux, a une portée rédemptrice. C'est-à-dire, j'aurais pu me laisser aller, ma sœur est morte, j'ai eu un cancer, des histoires très tristes. C'est assez marquant de voir à quel point la vie des gens est plombée, à quel point la vie des gens est traversée de nombreuses histoires qui sont souvent d'un malheur incroyable. Et chaque fois, dans le récit des gens qui sont à l'émission, je devine qu'il y a une part de mise en scène, mais il y a une part de réalité incompressible là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas que la mise en scène du pathos, c'est surtout la mise en scène de la résilience et de la rédemption. J'étais tombé très bas et pourtant j'ai trouvé à renaître, j'ai retrouvé une énergie vitale à travers le chant. Et oui, ça, je vois ça et je suis assez ému. Pour une fois, les larmes conduisent au redressement plutôt que conduire à l'apitoiement. Mais ça fait quand même pas si mal. Oui, mais ça fait pas un petit peu talk show à l'américaine, ça? Les gens se livrent devant la télévision, ça pleure, etc. Et puis tout le monde s'embrasse après, et puis on est tous amis, puis tout va bien. Il y a dans notre culture, c'est pour ça que je dis une incitation à la confession publique. Oui. C'est-à-dire, on l'a vu avec Claire Lamarche ici pendant longtemps. Chacun, on le voit avec José Lito Michaud, avec son émission sur le deuil. Chacun est invité à confesser son malheur publiquement. Alors oui, évidemment, il y a cette culture qui peut être agaçante de cette mise en scène de soi sous le signe du malheur. Et en tant que tel, je le précisais, c'est quelque chose qui est agaçant dans notre société. Mais quelle est l'originalité à tout le moins de cette émission? Je précise, je suis pas un grand fan de télévision en général, mais j'ai regardé ça avec... Je crois que vous lisez un peu plus que vous ne regardez la télévision. Il m'arrive de lire davantage que je écoute la télé. Mais ce que je vois, c'est que l'originalité ici, c'est que le malheur
est transcendée par le talent. La douleur est transcendée par une capacité de rebond, une capacité de résilience finalement assez étonnante qui représente la part belle du genre humain, si je puis dire. Parce que le genre humain est assez souvent décevant. La bête humaine, dis-je, est décevante. La bête humaine est agaçante, elle est exaspérante, elle est médiocre, méprisable souvent. Et pourtant, elle est à l'occasion admirable. Voilà un homme qui peut avoir tout perdu. Voilà un homme qui peut n'avoir rien du tout et qui n'a que ce seul talent auquel il s'accroche. Et à partir de lui, il cherche à renaître. Et de quel droit serais-je le cynique obligatoire qui cherche à décaper ici ce qui n'est pas qu'un vernis, mais qui cherche finalement, qui voudrait détruire cette volonté de renaître, de rédemption, de renaissance. Vous avez déjà lu des poèmes d'Alfred de Musset, le grand poète romantique français? J'en ai croisé quelques-uns, mais j'en suis pas familier. Il a écrit 4 nuits, la nuit de mai, la nuit de septembre, d'octobre et de novembre, ou la nuit d'août, enfin 4 nuits. Et dans la nuit de mai, c'est le poète et sa muse, et le poète saigne sa douleur, etc. Et il dit un truc très beau, ces 2 vers. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Voilà, ces 2 alexandrins. Oui. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Vous traduisez un petit peu en termes plus populaires ce qu'il disait. Oui, mais je traduirai maintenant, parce qu'on est comme on est, je le traduirai dans le langage de la science politique. Oui. Gérard Bergeron dit dans un très bon livre à nous autres, Gérard Bergeron étant le politologue québécois, on l'a oublié, hein, mais c'est un des plus grands politologues québécois, qui dit en politique, l'essentiel n'est pas la première victoire, non plus que la chute qui suit. L'essentiel est la renaissance. Il ne faut pas gagner une première fois, il faut savoir revenir. Et quand on fait l'histoire des grands hommes politiques, pensez à Churchill, à De Gaulle, à Parisot, pensez à Bouchard même à sa manière, pensez aux grands hommes politiques, ce qui les caractérise, c'est qu'il y a un moment de traversée du désert. Il y a un moment très difficile, il y a un moment où l'homme politique est vaincu. Il pourrait s'affaler. Et vous parlez d'ailleurs d'obstination dans ce texte que vous avez écrit. Oui, il y a un moment donné dans la vie où tout conspire pour nous convaincre que nous ne sommes rien. C'est l'histoire de Job, en fait. Oui, bien sûr. Et apparaît un moment où est-ce qu'on croit suffisamment en soi, en son destin, en sa vocation, en la force de sa volonté pour justement se déprendre de l'illusion d'une fatalité. Et moi, c'est ce qui m'a toujours ému, notamment en politique. C'est pas pour rien que j'aime autant les biographies politiques. Je suis toujours attentif au moment qui s'appelle la traversée du désert. Pensez à tous les grands hommes politiques. Je crois que tous l'ont connu d'une manière ou de l'autre. Désolé, alors, Mathieu, de vous le dire, vous êtes vraiment un crypto-chrétien parce que c'est exactement le vocabulaire je sais. Mais j'ai plugué mon petit passage. Mais je ramène ça à l'émission, donc La Voix. Ce qu'il y a d'assez beau ici, c'est que dans cette culture qui nous invite normalement à l'apitoiement, parce que c'est une des choses les plus exaspérantes, hein, on est dans une culture qui nous dit tu vas mal, mais c'est pas ta faute, et dans les faits, c'est fini, c'est correct, accepte, et on t'aimera dans ta douleur. Là, on voit des gens qui disent non, par la force de ma volonté individuelle. Il y a quelque chose de beau là-dedans, dans un individu qui dit j'ai l'occasion de me faire valoir publiquement. Hein, parce qu'il y a une dimension publique aujourd'hui, cette confession du sentiment dans l'espace public, c'est aussi l'occasion, paradoxalement, de montrer que nous ne sommes pas que la douleur qu'on a eue, et qui nous a marqué. Et là, ce qu'on trouve assez beau là-dedans, c'est quelquefois on l'entend dans quelques voix, puis on le remarque, c'est-à-dire une voix n'est manifestement pas qu'un instrument. Je le dis à la manière d'un néophyte, mais une voix n'est pas qu'un instrument. Une voix porte une histoire, une voix porte une douleur, une voix porte non seulement elle a une histoire, mais elle est une histoire. C'est votre formule d'ailleurs. Et ça, je l'ai remarqué de manière assez étonnée. Et je le dis à la manière, bien évidemment, du néophyte. C'est-à-dire, j'ai une culture musicale assez limitée. Mozart et Beethoven, c'est tout? Oui, alors je joue et quelques autres, Wagner et Tchaïkovski, et ainsi de suite. Donc, j'en connais quand même quelques-uns. Mais je n'ai pas l'intelligence esthétique qu'ont certains. C'est-à-dire, devant un beau tableau, il faut qu'on m'explique pourquoi il est beau avant que je sois ému. Sauf quelques exceptions, ça peut m'arriver, je trouve quelque chose de très très beau, ça on contrôle pas. Et ça vous touche. Mais la plupart, j'ai constaté au fil du temps que je n'ai pas une intelligence esthétique exceptionnellement développée. Je crois que je suis plus conceptuel qu'esthétique, pour le dire ainsi. Oui, pour le dire ainsi, gentiment. Ou plus historico-politique qu'artistique et musical. Mais quoi qu'il en soit, je regarde ça. Et puisque je suis comme tout le monde de cette civilisation nord-américaine, populaire et démocratique, qui raconte le récit de l'homme de la rue capable de faire lui-même son destin, je regarde cette émission qui finalement, c'est le génie de ce genre d'émission. Elle dit... On parle de La Voix. Ou La Voix, bien sûr, on parle de La Voix. Vous, homme ordinaire, vous, homme des jours ordinaires, vous avez l'occasion, on vous offre une tribune pour peut-être
réussir à vous transcender. Ça veut pas dire que votre vie avant ne valait rien d'aucune manière, mais vous avez l'occasion, on démocratise les possibilités du succès, les possibilités de l'exception. Et c'est là où quand même pas si mal. Et je reviens à la phrase que je citais de vous, donc en introduction, je vous cite: « Je suis toujours fasciné de voir comment certains trouvent dans le chant une manière d'exprimer ce qu'ils ne sauraient dire autrement. Faut-il dire que le peuple québécois a toujours mieux parlé de lui en chantant qu'en écrivant ?» Donc, on chante mieux le Québec qu'on ne l'écrit? Ah, manifestement. Pourquoi? Ça, je crois que la tradition littéraire ici a une histoire complexe. Hein. C'est-à-dire, la littérature canadienne-française ou canadienne commence de manière assez laborieuse, à la manière presque d'un projet idéologique pour décrire la condition rurale des Canadiens français et ainsi de suite. Et par ailleurs, notre connexion à la littérature universelle, qui est la littérature catholique, bien franchement, c'est-à-dire Léon Blois, Bernanos, Piscary et quelques autres, ces grands auteurs qui étaient enseignés au cours classique et qui nous connectaient d'une certaine manière à la littérature universelle, eh bien, avec l'effondrement de l'Église, l'effondrement de la tradition catholique, avec la Révolution tranquille, toute notre contact avec la tradition littéraire française plus universelle, mais s'est effondré. Et ce qui fait que le rapport qu'ont les Québécois à la littérature mondiale est assez limité. Et je remarque qu'elle n'a pas véritablement fécondé ici notre culture, la grande littérature. Vous dites la même chose, Mathieu Bocoté, que Philippe Moreau, qui dirige Argument maintenant. Oui. Il a écrit un très beau petit livre, d'ailleurs je l'ai eu en entrevue, sur Alain Grandbois. Est-il un poète québécois ou pas? Il dit un peu la même chose que vous. Ben, le diagnostic me semble assez juste, c'est-à-dire une société qui rompt avec sa propre tradition, non seulement littéraire, mais sa tradition T majuscule, sa tradition culturelle, sa tradition philosophique, et qui s'en cherche une autre. Alors le Québec s'est cherché une autre tradition littéraire. On peut penser à l'œuvre significative, remarquable à certains égards, d'un Godbout, d'un Tremblay. On pourrait penser à quelques autres, Régent Ducharme. Il y a eu le projet aussi d'une littérature québécoise. Oui. Mais le fond des choses, c'est que notre peuple, avec son tempérament plus festif, avec son tempérament gaillard, notre peuple qui n'était pas un peuple lettré, notre peuple qui était un peuple paysan enfermé plusieurs mois par année dans sa ferme à cause de l'hiver, notre peuple qui n'avait pas de tradition aristocratique. Et qui était plongé dans la survivance aussi. Qui était plongé dans la survivance. Notre peuple qui ne disposait pas d'une tradition littéraire à la française, la tradition des salons. Alors notre peuple, pour se dire, c'est d'abord chanter. Et je remarque que les Québécois, quand on pense à la Révolution tranquille, aux grands classiques de la Révolution tranquille au niveau artistique, on pense d'abord aux grandes chansons. On pense aux chansonniers bien davantage qu'aux écrivains. Et hélas, dirait-on. Oui, mais ici, c'est Félix Leclerc, c'est Gilles Vigneault qui occupe le haut du pavé symbolique. Je veux dire, en poésie, c'est Miron, Gaston Miron. C'est pas tant les grands hommes politiques, c'est pas tant les grands littérateurs, évidemment. Je dirais les politiques ont un rôle singulier, mais je crois effectivement que ce sont les poètes qui ont su chanter leur poésie, oui. qui ont occupé une place centrale dans la formation, la refondation de l'imaginaire collectif. Le pays s'est chanté avant de s'écrire, ou à tout le moins avant de se transcrire en littérature. Et je note que le rapport des Québécois à cette tradition orale, c'est peut-être le fait d'un peuple qui est d'abord, c'est un peuple jeune finalement, qui ne dispose pas d'une longue tradition, je l'ai dit, littéraire, qui ne dispose pas des institutions non plus pour accueillir cette littérature. Mais le peuple a toujours trouvé dans le chant le plus populaire. En pensant à la bonne chanson canadienne, il y en a quand même quelques-unes là-dedans qui sont assez singulières. Oui, et quelques autres. Et ensuite, pensez à Paul Piché, pensez à Ferland, pensez à Vigneault, pensez à Leclerc, pensez à Gauthier, pensez à Léveillé. Ils sont là, les grands héros de la culture québécoise. Pauline Julien aussi. Oui, Pauline Julien aussi, qui est absolument remarquable. La Bolduc, pas dans un autre genre. Oui, absolument. On pourrait les multiplier. Et on voit que la culture québécoise, si on voulait en faire une histoire, ce serait pas d'abord une histoire de sa littérature, mais de sa chanson. Mais il y a aussi une question de divorce entre élite et peuple. Bien sûr, la littérature, c'est de l'élite, donc les gens ne vont pas le lire parce que déjà, c'est de l'élite, à part quelques exceptions. Donc le chansonnier, c'est vraiment la courroie de transmission. C'est l'imaginaire démocratisé. Le chansonnier, c'est celui qui, finalement, réussit par un chant à faire naître à la fois l'émotion, à poétiser, à imager, et ainsi de suite, et dont, à cause des moyens de communication contemporains, qui réussit à avoir un très grand écho très rapidement. Et si, je note, pendant longtemps, j'avais des réserves, appelons ça, envers ce qu'on appelait la prétention prophétique des artistes. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on me disait qu'ils devinaient le pays, ils devinaient quelque chose avant que ça naisse, je me demandais toujours d'où venait cette prétention prophétique. C'est une idée très romantique, hein. Victor Hugo a beaucoup écrit là-dessus. Et ben, je considère, Alan Bloom a noté ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Bloom, le philosophe américain, dans le très beau livre L'amour et l'amitié, note la capacité prophétique des
poètes. Et ce que je constate, c'est par une espèce d'attention tout à fait singulière, esthétique probablement, une attention esthétique au social. C'est particulier, hein? C'est-à-dire, moi, en bonne tête rationnelle, de ce point de vue, j'ai une attention politique ou analytique ou conceptuelle au social. Il y en a qui ont une attention esthétique au social. Et intuitive et directe, direct, parce que vous passez par le mot, par la parole, par les alors concepts. Que certains sont immédiatement dans le ressenti. Et ils sont capables de faire, à partir de là, une œuvre immense. Je pense à Vigneault ici. Boréal va publier ses textes complets à printemps 2013 et automne 2013. Quand je pense à Vigneault, son génie est le suivant. Il a été le pays dans lequel il est né. En fait, le pays qu'il a raconté disparaissait déjà lorsqu'il est né. Et pourtant, il l'a recueilli à la manière d'une légende et l'a semé dans l'imaginaire pour le faire renaître dans la conscience collective. Des chansons comme Charlie Joe, par exemple, comme Jack Monoloy. On pourrait en penser à d'autres chansons. Les gens de mon pays, c'est quand même le projet de Vigneault. Alors, il y a, quand on pense à ces grands poètes, les figures immenses de la culture québécoise sont dans le chant. Et on comprend peut-être pourquoi les Québécois ici aiment tant ces concours musicaux. Il y a un parallèle à faire très net avec Frédéric Mistral, le grand poète provençal. La Provence était écrasée sous le rouleau compresseur républicain, une France indivisible, une seule langue, etc. Donc le français était imposé là-bas au détriment du provençal. Et il a écrit ses plus grandes œuvres, des odes à la Provence mourante. Et il a fait une œuvre absolument immortelle. Et en grec, on appelle ça l'aorasie. Aorasie, A-O-R-A-S-I-E. Quelque chose qui est sur le point de mourir, de disparaître, est à son apothéose. C'est dans la tristesse suprême que l'on peut mieux chanter les choses. Et je rejoins Alfred de Musset dont je parlais auparavant. Alors, absolument d'accord, mais c'est à ce moment qu'il faudrait, je crois, relire, réinterpréter l'histoire de la tradition musicale québécoise ainsi. Penser à Le vieux dans le bas du fleuve de Mandeville. Penser à Claude Gauthier, Je suis Québec, mort ou vivant, une chanson magnifique, immense. Penser, comme je le dis, à Vigneault. Il m'est arrivé l'autre fois, je devais faire Montréal, Sherbrooke, Montréal dans la même journée, je n'ai fait qu'écouter du Vigneault. J'en suis revenu en transe. Alors, Vous avez pas d'accident? Non, d'aucune manière, je conduis prudemment. Mais je note que ces grands poètes ont été capables de dire quelque chose sur nous que personne d'autre n'est parvenu à dire. Les plus grands écrivains ne sont pas nécessairement parvenus à exprimer cette part de la condition québécoise qui s'est révélée par la chanson, par les chansonniers et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, Mathieu Bocoté, en 2 minutes, malheureusement, entre les Negro Spirituals et la chanson québécoise, parce que ce sont deux peuples qui ont été... Bon, on n'a pas été opprimés, il n'y a pas eu d'esclavage, mais on a quand même perdu des plumes dans l'histoire. Les Noirs américains en ont perdu beaucoup plus, et ils se sont réfugiés, en un sens, dans le Negro Spiritual. Les Noirs de Trinité et Tobago se sont réfugiés dans le steel drum, dans les tambours les cannes de métal, là, dans lesquelles on mettait le pétrole. Ils faisaient de la musique avec ce qu'ils avaient, ce qu'on leur laissait. Est-ce qu'on nous a laissé finalement la chanson sans plus? Je crois que la créativité des dominés est assez exceptionnelle. Ça, il faut le noter, c'est-à-dire l'instinct de vie trouve le moyen de se canaliser, de s'exprimer de 1000 manières, même en dehors des formes les plus convenues quelquefois. Les formes convenues et officielles ne nous sont pas autorisées, eh bien on se tourne vers autre chose et ça peut donner quelque chose d'assez merveilleux. Effectivement, il y a de ça, là, je crois, dans le rapport des Québécois à la chanson, mais je dirais toutefois que le drame du Québec, c'est que c'est non seulement que c'est un dominé, mais c'est aussi un amputé volontaire. Le rapport qu'on a à notre tradition littéraire, parce que c'est quand même un problème, là, j'y reviens, je constate qu'elle est absente et je m'en désole. Je crois qu'un peuple trouve sa maturité aussi dans un rapport sain, mature à l'institution littéraire. Mais j'espère qu'un jour, on reconnaîtra, on sera finalement rapatrié dans la littérature nationale. Certaines des grandes figures qui étaient courantes dans les années 30, 40, 50, comme je disais, Léon Blois, Bernanos et compagnie, et parce qu'ils ont joué un rôle dans notre éducation morale, dans notre éducation littéraire, qu'on saura les intégrer dans une longue histoire de la littérature québécoise, qui fera aussi sa place, évidemment, et d'abord à la modernité. Mathieu Bocoté, merci infiniment. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. C'est un grand plaisir.